À New York, un crime est commis toutes les 8 secondes. Mais sur l'autre rive du fleuve, dans le New Jersey, se trouve la paisible ville de Garrison. À Garrison, c'est le shérif qui porte l'étoile. Salut Freddy! Salut Fred! Mais ce sont les flics qui tiennent la ville. Il a toujours rêvé de devenir un des leurs. Je vous présente notre shérif Freddy Eflin. Il est sacrément efficace. Passez-moi donc un coup de fil. Mais ce qu'il vient de découvrir va l'obliger à choisir entre préserver ses idoles Freddy, c'est mon pote. et faire respecter la loi. Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta et Robert De Niro. Copland. Oh, bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. Et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021. Et on va commencer avec un sujet un peu plus précis, plutôt sur un personnage très précis du 7e art, James Mangold, comme vous avez pu l'entendre avec l'introduction via la bande-annonce de Copland. Copland, film sorti en 97 et qui a véritablement lancé sa carrière. Et avec moi, je suis très content, on a plusieurs invités. Charlotte, comment tu vas ? Bah ça va très bien et bonne année à tous. Et bonne année. Sébastien, comment tu vas ? Mais ça va, bonne année à vous de cinéma. Ou pas. Ouais, on verra. On verra. On verra, notamment avec Gérard May, qu'on fera cette année. C'est Ah officiel, oui, donc qu'on on fera on à va- la maison. Oui. À la maison. Ouais, avec du Xanax. Du Xanax. Et un Bertrand Bonello. À la maison aussi. À la maison. Et puis au marmaille. Et... De je suis quoi, très Vieux content. Marmaille est Très très bien. bien, Vieux Marmaille. On en Bah, avait parce qu'il est d'ailleurs parlé dedans aussi, hein. récemment. Mais oui, Il est Bah oui, co-président. du court-métrage. Du court-métrage, je court-métrage. crois. Enfin bon, là, on parle pas de Gérard, mais enfin... Oui. Bref, et je suis également très content d'avoir Guillaume. Comment tu vas, Guillaume ? Eh ben ça va bien et toi? Eh ben ça va, ça va. Écoute, tu n'étais pas là pour nos top et flop de Non, l'année, ouais. et j'espère que tu es très content de venir pour la spéciale James Mangold. Est-ce que tu as un top et flop d'ailleurs pour 2020 ? Ah, top et flop pour 2020. En fait, j'en ai pas vu beaucoup, mais un top vraiment, ça serait plutôt Joseph sur justement Joseph Bartoli qui a été dans des prisons françaises, enfin dans un peu Un dissident de entre guillemets, Franco et qui a été bloqué en France dans les voilà, espèces de c'est camps de ça, dans des camps concentration. de concentration, et c'est vraiment très beau sur la culture espagnole et tout. Si vous avez l'occasion, regardez-le. Après, il y a des films où je me suis endormi, un top des films où je me suis endormi, si vous Il voulez. y en avait beaucoup. un top des meilleurs sommeils. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, tu en avais parlé, Joseph, Charlotte, si je me souviens bien. Ah non, je crois pas que Ah non, c'était c'était Seb, plus pardon, Sébastien. Mais désolé. enfin, très bon choix, effectivement. Oui, des j'ai dit films d'animation Joseph de qui suit un juif new-yorkais qui veut vendre des diamants. Ah non, c'était Uncle James, pas pardon. J'ai Ok, d'accord, confondu. très bien. Très Non, bien, non, très bien. oui, je crois que je dois en parler. Eh ben, on va c'est loin derrière nous tout ça maintenant. Voilà, c'est très loin derrière nous, c'était il y a 3 semaines. Du coup, on va parler de James Mangold. Alors, James Mangold est un réalisateur américain, issu de New York, et il est finalement originaire, on va dire, d'une famille plutôt aisée, plutôt artistique. Ses parents étaient peintres, notamment son père faisait de l'art abstrait déjà de base. Alors Mangold, en fait, il a baigné dans ce milieu artistique new-yorkais. Finalement, c'est ce qui l'a poussé à développer sa curiosité artistique et autres. Il s'est orienté très rapidement au cinéma. Il s'amusait même à piquer la caméra 8 mm de son père, donc ça montrait déjà ce potentiel amour du 7e art. D'ailleurs, à la fin du lycée, il avait même carrément déjà réalisé une vingtaine de courts-métrages de tout genre. Après l'école, il rejoigna donc plusieurs... il va plutôt s'orienter sur le cinéma, et finalement il va rentrer à la California Institute of Arts, et là il va rencontrer peut-être déjà le premier personnage qui va, on va dire, forger sa personnalité de réalisateur, c'est Alexander McKendrick. Alors, là on aurait eu Antoine dans cette émission, Antoine aurait fait « Ah !» parce que Ah oui, mais oui, bien sûr, Voilà, McKendrick. Alexander McKendrick, c'est un réalisateur britannique qui a notamment développé à fond la comédie noire, et notamment c'est le réalisateur de l'original Lady Killers, donc film sorti en 54 ou 56 si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'était dans les années 50, ça c'est sûr. Donc il a notamment donc fait une belle carrière en Angleterre, et après est parti aux États-Unis, et notamment il a voulu lancer sa grande carrière aux États-Unis avec le film Le Grand Chantage, avec notamment Tony Curtis, et malheureusement il n'a pas eu le succès escompté, et au fur et à mesure, et notamment suite à une maladie, il a préféré se concentrer autre chose qu'au cinéma et les studios hollywoodiens, plutôt se concentrer directement à donner au professorat, des cours, voilà, être de professeur professorat. de cinéma, tout à fait. Exactement. Et donc ça va lui forger, James Mangold, l'idée même de donner l'envie de développer finalement
son sens de l'image, son travail de l'image finalement, à travers ses idées visuelles. Et finalement, après ses études, eh ben, il va directement avoir des contacts, il va notamment devenir scénariste, il va notamment écrire par exemple Oliver et compagnie pour Disney, il va faire autre chose aussi à côté, mais à 21 ans, il a des opportunités, mais il va vouloir se perfectionner. Et finalement, il va retourner les écoles de cinéma, il va aller à la Columbia Film School, et là, finalement, il va aussi avoir, on va dire, son deuxième mentor dans sa carrière, et ça va être Milos Forman. Excusez du peu. Hein. Voilà, Milos Forman, en plus, c'était vraiment l'opportunité ultime pour lui, parce que quand il voulait retourner à avoir des cours de cinéma, à se développer un peu plus, il avait donc l'opportunité de retourner à la Columbia, et c'était l'année où Milos Forman donnait des cours. Donc, et ce qui élément est parfait. très intéressant avec Milos Forman, il le dit lui-même, Mangold, c'est que c'est un cinéaste donc, qui a fait pas mal de films dans son pays d'origine, et qui ensuite est arrivé aux États-Unis et a su parfaitement s'intégrer dans les codes hollywoodiens tout en ayant sa propre personnalité dans ses films. Il faut que je parle près de l'enregistreur, pardon. Je vous refais toute la phrase de 5 minutes, du coup. non, mais voilà, comment justement on arrive à inculquer son identité dans les films tout en restant dans une logique de studio hollywoodien. Exactement. Et c'est vrai qu'il a eu cette opportunité avec Milos Forman, mais c'est surtout non seulement ce principe d'adaptation, comme on a pu voir chez Milos Forman, c'est surtout en fait sa volonté de se perfectionner dans l'écriture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de la Columbia, quand il est rentré, il n'y avait que 5-6 élèves, et c'est vraiment pour, on va dire, faire un gros projet de développement, et la plupart des autres élèves faisaient des courts-métrages, et en fait, Mangold avait déjà en tête un long-métrage. Milos Forman donc, a commencé à suivre son travail, et lui a dit, le problème c'est que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut épurer ton travail d'écriture, parce qu'en fait, ce qu'il avait comme principal sujet, Mangold, c'était l'histoire de la vie d'un homme qui était donc omnipotent et qui avait une vie vraiment moindre et qu'il aurait aimé faire autre chose dans sa vie. Et finalement... même encore plus homme que ça, il avait écrit sur l'idée voilà. d'un homme obèse qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça. C'était son idée de base. C'était son idée de base. Et pour Milos Forman, pour le coup, en fait, lui disait, mais c'est juste une idée, t'as pas vraiment de scénario. Et il avait écrit un scénario déjà de 100 pages. Et finalement, c'est au bout de la 47e page que Milos Forman lui dit, ça c'est une idée. Donc c'est l'idée du décès de sa mère, et qui va cacher donc ça à tout son entourage. Et finalement, c'est ce que va devenir son premier film, Heavy, donc sorti en 95, qui va véritablement lancer sa carrière de réalisateur, on va dire en gros guillemets indépendant, parce que finalement c'est comme ça qu'il a réussi à se lancer, Mangold, avec un tout petit budget. Il y a un petit casting quand même qui est déjà plutôt assez présent dans Heavy. Liv Tyler. Oui. Il y a Liv Tyler. Il y a Liv Tyler. Non, mais clairement. Et on a vérifié, mais ça colle à Armageddon. On avait vérifié. C'était juste avant Armageddon. Juste avant. Il y a aussi la chanteuse de Blondie. Ah, mais il y a Debbie Harry. Il y a la Debbie Harry, chanteuse de voilà. Blondie, tout à fait. Qui avait déjà vécu un petit peu d'aventure, quoi. Vu sa tronche dans le film, pardon. Voilà. L'icône sexe n'était déjà un peu moins là. Mais non, Heavy, et qui a eu la chance, quand il est sorti, pour le coup, d'avoir déjà pu avoir une place au festival de Cannes et de Sundance. Exactement, donc il va se faire reconnaître là-dessus, et il va tout de suite se lancer directement après Mangold. Il va pas avoir le temps de rester sur cette volonté de pouvoir se lancer en tant que réalisateur indépendant. Il va continuer à écrire des projets. D'ailleurs, Mangold écrit beaucoup à ce moment-là, et d'ailleurs, durant le tournage de Heavy, il a écrit le scénario de ce qui va être son deuxième film, Copland. Alors Copland, rapidement, il va être racheté par Miramax, et donc on va voir déjà finalement ce que va être Mangold dans le futur, c'est-à-dire le Mangold qui va vouloir garder son projet à tout prix. Beaucoup de gens lui proposaient énormément d'argent pour juste vendre en fait son scénario, et lui il va se battre pour devenir réalisateur. Et avec Miramax, il va se battre pour être le réalisateur du film, mais il va se battre encore plus après pour son casting, car vraiment c'est un film très intéressant, il est très surprenant pour un deuxième film. Alors ça reste, on va dire, un film dramatique, comme dans ce premier, et il va montrer finalement son importance du travail avec les acteurs. Parce que là c'est vraiment important, il y a vraiment un début du travail de ce qu'on va voir chez Mangold, c'est le travail avec les acteurs et sa méthode de travail sur le tournage. Et il y a un personnage qui est très important aussi avec ce film, c'est Robert De Niro. Parce que finalement, Robert De Niro, il faut savoir une chose, c'est que Robert De Niro travaille très peu avec de jeunes réalisateurs, ou de très nouveaux réalisateurs, parce qu'il n'aime pas en fait... disons que les réals sont impressionnés par lui à chaque fois qu'il arrive sur le Exactement. plateau, et du coup, comment tu veux diriger un comédien s'il t'impressionne, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mais
Ouais, pour Mangold, il a fait exception. Il a fait exception parce que pour lui, en fait, il trouvait qu'il avait déjà quelque chose d'intéressant à dire. Et surtout, en fait, il va comprendre en fait que Mangold, ce qu'il faut, en fait, c'est une méthode avec les acteurs, c'est finalement les mettre à l'aise et fraterniser avec tout le monde. Et c'est ce que va faire donc Mangold durant ce film. Et une chose très importante aussi avec ce film, c'est finalement l'importance du casting. Alors, il a quand même, pour un deuxième film, il a un casting très important. De malade. Harvey Keitel, Robert De Niro, Sylvester Stallone, Ray Liotta, et j'en passe. Robert Patrick. Robert Patrick avec une moustache. Pour pas le confondre avec Ray Liotta. Ouais, bien sûr, parce que Ray Liotta, lui, il a des crevasses, Robert Patrick a des moustaches. Ouais, tout à Il fait. faut quand même le dire. Non, mais il y a déjà même une réflexion sur le casting même, et là, au milieu de tout ça, de tous ces personnages qu'on connaît surtout pour avoir joué donc des gangsters chez Scorsese, il y a une partie du casting, c'est aussi les oui, Sopranos, tu vois, il y a Très un peu ce Scorsesien, mélange. ouais. D'accord, ils ont déjà tous des imageries très fortes. En Des plus, très c'est mort, c'est New Stallone, York, c'est, on va dire, la périphérie films de New York. derrière eux, Il y a, des il y a un- personnages. il y a, comment dire, un univers que l'on Mais connaît c'est une déjà. banlieue de New York où en fait les flics ont tous, habitent tous, c'est que des familles de flics, c'est que des flics, et ces flics sont joués par ces acteurs-là auxquels on a l'habitude de jouer gangsters. Donc t'as déjà le rapport là qui joue, et au milieu de tout ça, t'as Stallone qui joue un shérif bedonnant et qui est un peu, qui est un peu dépassé, qui est un peu paumé au milieu de tout ça lui aussi. Et... C'est ce que l'on va voir finalement chez Mangold plus tard, c'est le début du personnage, on va dire, de l'anti-héros, qui est un peu en fait désabusé, qui va essayer de trouver, on va dire, une espèce un semblant de rédemption, un semblant de vouloir bien faire. Et c'est vrai qu'en fait, donc ce personnage de shérif, d'ailleurs c'est très important dans Copland, hein, ils disent toujours en fait, attention, les bleus se protègent entre eux, mais pas les bruns, pas les jaunes, parce que finalement les shérifs n'ont pas les mêmes coups, n'ont pas les mêmes habits. Donc c'est on vrai tombe que, sur du film de gang voilà. avec des personnages de policiers. C'est ce qui est assez marrant. Et ce qui est surtout très paradoxal avec ce film, c'est finalement le personnage, pas seulement de Stallone, mais c'est Stallone lui-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mangold ne pensait absolument pas à Stallone pour ce rôle, et finalement, c'est par le biais de son agence, qui est l'agence Philip Morris, qui a contacté Mangold, et parce que c'est Stallone qui a lu le script et qui voulait absolument jouer dedans, Mangold était pas rassuré du tout de prendre Stallone, et lui a imposé vraiment des directives très strictes pour qu'il puisse prendre en compte ce rôle, et à chaque fois Stallone a été très cool là-dessus et n'a jamais fait, on va dire, sa diva comme il le faisait dans d'autres projets. Donc là on reste vraiment dans un film très indépendant malgré les grosses stars derrière. Clairement. Et c'est jamais parti en fumée. Exactement. Avec Philippe Maurice. Oh là là. Oh là là, oh là là. Mais c'est du rôle à contre-emploi, et c'est vrai que Mangold avait peur Stallone, parce qu'on avait quand même l'image de Stallone, des gros bras. 97, Stallone, c'était pas au meilleur de sa carrière, Bah non. c'était plutôt le mec qui fréquentait ses potes de Planète Hollywood, il était dans une forme assez bonne encore, et pour le rôle, c'était un rôle où il a fallu qu'il prenne quand même entre 15 et 20 kilos, ce qui est pas rien. Donc il y a quelque chose quand même où on le montre, c'est un personnage faible au départ dans la situation, alors que Stallone c'est un personnage, enfin c'est un acteur qui a toujours des rôles très forts en fait, de bec balèze. Mais il est faible tout le film, et même le moment à la fin où il commence à reprendre les armes et en fait très rapidement, si vous voulez, déjà dès le départ le personnage est sourd d'une oreille suite à avoir sauvé la fille. Qui va être la fille qu'il aime dans le film, il l'a sauvée d'une noyade dans une voiture, et en voulant taper la vitre, il l'a tapé avec sa tête et ça lui a percé le tympan. Donc il est sourd d'une oreille, et ce qui fait que il a un point faible, et à cause de ça, il sait très bien qu'il ne pourra pas réaliser son rêve qui est de rejoindre l'unité de police de New York. Et donc il est coincé là en tant que shérif. Et donc à la fin du film, même quand il commence à reprendre le pouvoir, en fait on lui tire à côté de l'autre oreille, il est complètement sourd, ce qui donne une scène de fusillade vraiment très bien à la fin de Copland où tout est en son insonorisé, on n'entend plus rien. C'est là où on retrouve les méthodes de Mangold, comme il essaye de mettre en place, c'est-à-dire vraiment se mettre dans la situation du personnage que l'on suit. Et tu le suis vraiment, et il est vraiment très faible, et très, voilà, c'est du bedonnant, il contrôle absolument rien, et le film offre une des plus belles scènes de la carrière de Stallone, qui est lorsqu'il est chez la fille qu'il aime, et non, il est chez lui et la fille qu'il aime vient, et donc t'as un morceau de Springsteen qui passe au vinyle qui est vraiment très très beau, et lui avoue toutes ses fragilités, il s'effondre, t'as vraiment la montagne Stallone qui s'effondre sur cette femme, et non, c'est une très belle scène. C'est une très très belle scène, et vraiment typiquement Mangold qui reste à hauteur d'homme en fait. Très charnière dans l'histoire en plus, hein, parce que c'est à ce moment-là où il est au plus bas en fait dans ces situations, et se rend compte que
son poste n'est rien dans Il est le milieu de impuissant. la police, Il vaut est rien. impuissant, et finalement il va vouloir commencer à se battre, et donc à retrouver le personnage clé de l'histoire, donc le personnage de Michael Rapaport, qui en fait maintenant est poursuivi par les autres flics, parce qu'il risque d'avouer en fait toutes les frasques des flics de l'autre côté, dans la grande ville, à New York. Et c'est un truc très important. Alors, c'est un film très masculin, très viril, on va dire ça comme ça, et finalement il va travailler sur un autre projet qui est beaucoup plus féminin, avec une équipe beaucoup plus féminine, où il a aussi autant pris plaisir à le faire, parce que finalement il était dans un autre univers et ça l'a absolument apaisé dans sa situation. C'est finalement Une vie volée. D'ailleurs, il devient finalement pour les acteurs un réalisateur avec qui il faut tourner, parce que finalement il donne des rôles très importants, finalement des rôles qui sont oscarisables même. Et Une vie volée, elle l'est totalement, parce que finalement Angelina Jolie va recevoir l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Alors Une vie volée, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film en fait a été proposé par Winona Ryder. Donc c'est Winona Ryder qui l'a proposé à James Mangold, qui l'a réadapté parce qu'il n'était pas trop satisfait forcément de l'écriture de base, et il va avoir finalement les rênes du film grâce aux acteurs qui vont lui donner une entière confiance. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à voir, parce que finalement on retrouve des rôles souvent à contre-courant, comme Stallone dans Copland, un rôle très aussi sensible, comme Winona Ryder dans Une vie volée, ou un rôle très borderline, même comme le personnage d'Angelina Jolie dans le même film. Et finalement, le plus grand exemple dans son travail d'acteur, enfin dans son travail avec les acteurs, c'est Walk the Line. Où là, ça a été la performance ultime pour... l'une des plus grosses performances de Joaquin Phoenix. Oui, comme toutes d'ailleurs. Voilà, est-ce qu'on va faire un... Oui, on va peut-être pas graduer. On va pas faire un top des on va pas refaire ce Joaquin Phoenix. Mais d'ailleurs, Reese Witherspoon a eu l'Oscar pour c'est elle qui l'a eu et pas Joaquin. Mais les deux sont formidables. Mais c'est vrai que tu parlais des acteurs et je trouve qu'il y a une fidélité chez lui. Il dit, comme d'autres réalisateurs, qu'il faut être ami avec les acteurs avec qui on tourne, si je me trompe pas. Mais on en retrouve aussi certains. Du coup, l'acteur de son premier film, Evie, j'ai pas son nom, désolé. Mais on le retrouve dans Identity, dans un petit rôle. Il va garder souvent. Il va garder et il pense au Russell Crowe. Il voulait lui donner le rôle de Joaquin Phoenix, du coup. Finalement, il va donner le rôle de Russell Crowe pour 3h10 pour Yuma. Et Tom Cruise, il le voulait pour 3h10 pour Yuma, il va l'avoir aussi pour Nathan. Donc il y a quand même un truc, Stallone, il pensait pas à lui. Enfin voilà, il est quand même rentré dans sa famille d'acteurs, mais... Pour vulgariser un peu, en fait, Mangold est un peu comme Brett Ratner, l'ami des stars, mais sans être un troufion. Voilà. On peut arrêter l'émission là-dessus. C'était la phrase de conclusion. Pour le coup, donc ce sera la première pause BO, Walk the Line, Folsom Prison Blues, non pas de Johnny Cash, mais interprété par Joaquin Phoenix. I hear the train a-comin', it's rollin' round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Fancy dining car, they're probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me.
c'était un extrait issu du film Walk the Line. Et cette fois-ci, on va montrer que James Mangold a aussi une certaine tendance de passer d'un genre à l'autre. Alors, à part les 3 premiers films dramatiques que l'on a vus juste précédemment, donc Heavy, Copland et Envie volée. Envie volée, pardon, Envie cachée. Ce n'est pas le même réalisateur. Mangold, en fait, décide de se diversifier. Alors, comme ce fut le cas pour l'un de ses mentors, Alexander McKendrick, cette fois-ci, il va s'orienter sur la comédie romantique. Il va prendre Kate et Leopold, réalisé en 2001. Il va revenir sur le thriller après avec Identity en 2003, ou encore donc le biopic musical Walk the Line. Mais il se revendique comme ça, c'est vraiment... il aime beaucoup justement cette période hollywoodienne où les réalisateurs étaient vraiment libres de passer d'un genre à un autre. Et il dit, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ça, moi. C'est passer de ne pas le cantonner à un genre et de juste raconter les histoires, les personnages que j'ai envie de raconter. Et qui peut être une force, parce qu'on va très vite aujourd'hui à cantonner tel ou tel réalisateur, surtout en France, avec notre vision d'auteur. Voilà, on va très vite à cantonner un réalisateur à ce genre-là. Lui, non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est drôle, hein, ça fait une semaine qu'on en revoit, on en discute, et combien de fois j'ai pu entendre « Ah, c'est lui qui a fait ça, ah, c'est lui aussi, ah, c'est lui... » En fait, on n'avait pas son nom, on avait les films, on connaissait les films, et c'est vrai qu'on ne connaissait pas son nom. C'est un peu un homme de l'ombre, en fait, Mangold. Il arrive à mettre plus en avant l'acteur tout à fait, que son nom en lui-même. Et ça se voit sur les affiches de films ou autre. Mais c'est vrai, mais oui, Logan, par exemple, ça prend toute la place de la jaquette, et à ce propos, du coup, effectivement, on a revu pas mal des films qu'on avait vus, ou certains qu'on n'avait pas vus, donc en ayant en tête que c'était lui qui avait fait. Et on s'est demandé, peut-être ce qu'on peut se demander quand on travaille sur une personne, s'il y a des thématiques ou des choses, un style visuel aussi qu'on pourrait reconnaître d'emblée. Avec lui, pas forcément, parce que du coup, effectivement, il va vers un genre à chaque fois différent. Et donc moi, je me suis dit que peut-être il parlait... des autres qui sont presque plus gros plutôt que de lui-même, en fait. Donc je vais m'expliquer, mais des personnages qui seraient déjà très grands, qui auraient déjà une grande imagerie, plutôt qu'un réalisateur comme par exemple Burton qui tout de suite on va le on va savoir en voyant le film. On va savoir la noirceur, le monstre, la difformité, voilà, pas mal de choses. Lui, c'est vrai qu'il n'y a pas ça, et du coup, il parle de personnages plus gros que lui ou de choses plus écrasantes. Par exemple, Wolverine, qui a déjà derrière voilà, tout ce qu'on connaît déjà. On le connaît déjà. Il arrive avec ce personnage-là énorme, toute la mythologie derrière. Il parle de chanteurs donc, qui ne sont pas lui, donc Johnny Cash ou bientôt Bob Dylan, on en parlera, mais il va faire un biopic sur Bob Dylan. Il fait appel à un acteur écrasant aussi, qui est Tom Cruise. Oui. Là, je résume un peu, mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, tiens, en fait, il parle de trucs qui sont des portraits d'autres personnes, et puis d'un sport, voilà, la F1, qui n'a rien à voir avec lui, j'imagine. Donc voilà, c'est pas... Alors du coup, peut-être je me trompe. En tout cas, moi, c'était ma piste d'interprétation. Je me dis, tiens, il aime bien... Ce qui est intéressant, en fait, avec Mangold, c'est que... Et c'est intéressant. On parle qu'il passe d'un genre à l'autre. Je vais revenir un petit peu plus là-dessus. C'est vrai qu'il aime bien mélanger les genres. Si on reprend l'exemple, par exemple, de Night and Day, donc avec Tom Cruise et Cameron Diaz, finalement, en fait, c'est plus un hommage au genre des années 60, tels que les charades ou La mort aux trousses d'un Hitchcock, parce que finalement c'est capable de marier en fait comédie, espionnage, action, voire même film de mystère. Et c'est un style qui est finalement totalement disparu. C'est peut-être pour ça que Night and Day n'a peut-être pas autant marché à sa période, parce que c'est peut-être un film qui n'est pas en fait finalement dans sa propre période, qu'il devrait l'être. C'est vrai qu'en plus avec Tom Cruise c'est très bizarre, parce que finalement voir Tom Cruise dans un film comme ça, on se dit bon voilà, c'est Ethan Hunt, il va refaire les mêmes trucs. Et il y a quand même beaucoup plus de variations dans son jeu, dans ce film, que dans les productions de Tom Cruise. Mais il y a quelque chose qui est très important finalement chez Mangold, et qu'on le retient quand même dans pas mal de ses films. Alors c'est vrai qu'il aime beaucoup le western. Il y a beaucoup d'inspiration dans ses films, très western, donc c'est pas pour rien qu'il a fait notamment le remake de 3h10 pour Yuma, mais on retrouve une esthétique western par exemple dans Walk the Line, dans certains plans qui sont très western dans une manière de penser. Dans la musique country, dans la musique country aussi, et dans les chants du sud de sa jeunesse en tout cas. Et forcément aussi Logan dans son côté très crépusculaire. On reviendra un petit peu plus sur le personnage de Wolverine après, mais ce que j'aime juste dire avant, c'est que on parle des différentes variations de genre, mais il y a quand même des thématiques très présentes dans tous les films de Mangold. Alors dis-moi, parce que du coup voilà, toute la semaine on y a pensé, mais c'est vrai déjà, que le personnage en fait principal on pourrait qualifier de très mangoldien en fait, pour donner un terme précis, parce que finalement c'est un personnage qui est toujours un anti-héros,
qui est très solitaire et qui est surtout autodestructeur. Vous reprenez le personnage de Stallone, Hal Flynn, dans Copland, c'est exactement ça, c'est un personnage solitaire qui souffre de sa solitude et qui a déjà été autodestructeur dans sa vie. D'ailleurs, première scène, quand on le voit, il est complètement bourré en plus d'ailleurs. Sur le flipper. Voilà. Le flipper L'Arme Fatale, je crois. Voilà, ou par exemple, oui, c'est ça en plus, je crois. Oui, c'est ça. Il y a donc le personnage également donc, de Winona Ryder dans Une vie volée aussi, qui a un côté autodestructeur, aussi très sexualisé dans sa manière de penser. Johnny Cash dans Rosaline, qui est autodestructeur comme pas permis, et son travail sur l'alcoolisme et la drogue. Et très solitaire aussi, effectivement. Et aussi Ken Miles dans Le Mans 66, qui est un très autodestructeur dans sa manière de penser, et qui finalement va lui jouer des coups dans la politique, et c'est là où on peut donner un parallèle dans Le Mans 66, mais j'en reviendrai si on peut en revenir tout de suite, c'est qu'il a une habilité finalement à pouvoir autant travailler indépendamment avec un grand studio, tout en donnant une certaine lettre de noblesse au glorieux âge hollywoodien, comme on peut le voir dans Le Mans 66. Mais finalement, il y a un truc qui est très intéressant, comme tu disais, c'est peut-être pas très rapport à lui, mais je trouve qu'en fait, il y a un parallèle très intéressant en fait, à voir dans Le Mans 66, c'est finalement en fait, le rapport entre le pilote-ingénieur qui fait face aux grandes entreprises, autant en interne qu'en externe. Donc on retrouve le combat de, on va dire, Matt Damon et Ken Miles pour réussir à avoir une bonne voiture viable pour les 24 heures du Mans. Ils doivent faire face aux politiques internes, mais aussi à se comparer et affronter Ferrari. Mais c'est une interprétation, qu'on avait quand le film était sorti. J'avais oublié qu'on pouvait placer aspect. Matt Damon en tant que producteur, que réalisateur, et Christian Bale en tant qu'acteur du film, en tout cas celui qui va... Je dirais plutôt en fait Matt Damon est le producteur qui va aider le réalisateur à conduire son bolide, à maintenir son bolide voilà. Face aux grands studios qui sont derrière, et finalement aussi réussir dans cette période-là, quoi. Donc il y a un peu un parallèle en fait entre Ken Miles, Mangold, et finalement l'interprétation de Christian Bale qui marche très très bien là-dessus, quoi. Alors il y a ça, et plus globalement, moi ce que j'ai pu repérer... Avant que tu termines, si tu complètes par autre chose, en rajoutant pour le héros solitaire, celui de Evie, effectivement, il est très solitaire, et la preuve... invisible non, mais du coup il est dans son monde aussi, et puis il a du mal à être heureux. Mais du coup donc il se rajoute à ce dont tu parles. Et cette allégorie, pardon, oui, vas-y. Non, vas-y, c'est parce que c'est sur l'allégorie en fait de Le Mans 66, sur le rapport producteur-réalisateur et surtout les gros studios. On peut le voir finalement en fait dans cette espèce de Ford, Henry Ford II, et toute sa constellation autour de lui qui tourne autour. Henry Ford, on peut le voir comme un espèce de grand studio qui est derrière, caché. On peut le voir un peu comme Disney. Et j'aime bien cette comparaison parce que je la trouve un peu marrante. C'est que le personnage de Bibi, en fait, donc, est le futur bras droit, enfin le bras droit de Ford, en fait, qui est l'un de ses lieutenants et qui prône à vouloir devenir le nouveau jouet, enfin présenter les nouveaux jouets, mais qui sont, on va dire, qui sont façonnés pour tout le monde, qui sont un peu faits pour tout le monde, qui sont un peu très lambda. On peut faire un parallèle avec Kevin Feige, qui est le producteur de Marvel, qui représente parfaitement la chose, quoi, en fait. Et ce propos du Mans 66, on en reparlera plus tard, mais justement sur toute l'industrialisation, en tout cas, l'industrialisation d'un produit, dans Logan est encore plus mise en exergue, justement avec le personnage de Wolverine, mais on en reparlera plus tard, mais il y a quelque chose d'assez flagrant aussi dans les personnages de James Mangold qu'on retrouve, c'est aussi leurs objectifs de personnages au début du film, ils ont toujours un objectif, et très souvent à la fin, ils n'ont pas l'objectif qu'ils voulaient, mais ils en trouvent un autre qui en fait les satisfait. Donc Copland par exemple, son objectif c'était de rejoindre l'unité de New York, mais en fait il va se découvrir que juste être le shérif de cette ville, maintenant qu'il a nettoyé, ça marche. À la fin de Evie, donc c'est quand même, pour rappeler, c'est un personnage qui est qui est obèse, il est gros, quoi, on va pas se mentir, et ça le complexe énormément, il souffre de ça, et il est amoureux du personnage de Liv Tyler, et du coup, un de ses rêves, c'est de pouvoir partir avec elle, ce qu'il n'arrivera pas, et du coup, il va simplement reprendre le bar. On peut prendre Walk the Line, où en fait, il découvre que le public auquel il parlait, et il s'en rend compte à la fin, c'est les prisonniers de Folsom, et même tous les prisonniers de tous les États-Unis, en fait, et voilà, tout ce genre de personnages, et ainsi, il y a beaucoup des films de James Mangold où le plan final, c'est simplement une voiture, ou dans 3h10 pour Yuma, un train qui s'en va. Enfin voilà, comme si, et là c'est très intéressant même pour lui,
la manière dont il prend en charge des personnages, c'est de les laisser revivre, et lui s'arrête là, mais les personnages continuent à vivre. Bah, et ils vont exister au-delà de son film. Et Le Mans 66, c'est pareil, on met Matt Damon de Shelby qui va enfin revoir la famille de Miles, qui est donc mort d'un accident de test de la voiture, et finalement va enfin être apaisé du remords en fait de la mort de son ami, et va partir sur de nouveaux horizons. Et on sait très bien, enfin voilà, et tu vois la voiture partir au loin, à la fin de Logan, tu vois les enfants repartir au loin, mais là c'est encore plus fort parce que la caméra ne met pas en avant les enfants qui s'en vont, mais vraiment le X de X-Men qui s'arrête, c'est terminé, ok, donc c'est d'autant plus fort. Et voilà, et on peut s'amuser de ça justement sur cette imagerie de véhicule ou de départ à la fin. Identity, qui est le thriller qu'il a réalisé par exemple, où on apprend, spoiler alerte, de toute façon il est assez vieux le film maintenant, ne faites pas chier, que en fait tous ces personnages qui sont dans le motel et qui s'accusent les uns les autres de tuer parce qu'il y en a un qui meurt à chaque fois, en fait tout se passe dans la tête d'un tueur qui a plusieurs personnalités et qui justement ces personnalités se tuer l'une après l'autre. Et du coup, à la fin du film, c'est très marrant. C'est pas un plan d'une voiture qui s'en va, c'est une voiture qui s'arrête. Ouais, mais il va s'en aller juste après le Oui, mais on le voit pas sortir de la voiture. On le voit pas. Et dans Night and Day aussi, Cameron qui est au volant et qui embarque Tom Cruise en vacances. C'est bon, ils arrêtent de faire. Donc c'est vraiment ces personnages-là qui vont continuer à vivre leur vie sans James Mangold, qui lui a fini de raconter ce qu'il avait à raconter avec ces personnages-là. D'ailleurs, il n'a fait quasiment aucune suite, sauf si Logan, mais c'est encore particulier. Mais c'est pas vraiment une suite aussi. On peut revenir sur la relation avec Wolverine, parce que finalement Hugh Jackman en fait l'a demandé en remplacement d'Aronofsky pour The Wolverine, donc le combat de l'immortel. Alors c'est vrai que c'est pas lui qui a fait le scénario à la base, donc en plus le projet était bien avancé, il y avait Aronofsky derrière, donc il l'a un peu réadapté à sa propre sauce. Aronofsky, Darren Aronofsky. Voilà. Tu sais... Café Noé, voilà, avec le seul croc, voilà, tout est lié. Et Logan Herman qui sont tous les deux dans 3h10 pour Yuma, donc finalement tout est lié. Alors c'est vrai que il a eu en plus d'énormes soucis avec les studios, il n'a jamais pu il n'a jamais réussi à faire ce qu'il voulait faire dans ce film-là, et Mangold en fait a pu décemment travailler que sur le deuxième film et le final, Logan. Alors c'est Hugh Jackman qui a absolument voulu faire un dernier film. Pour terminer, il s'est dit bon allez, ça fait 20 ans que je fais le rôle de Wolverine, maintenant il est temps de passer à autre chose, ce personnage m'a fait du bien pour ma carrière, maintenant il faut passer la page. Et je trouve qu'en fait finalement il a demandé à Mangold parce que c'était son pote, et voilà, c'était son pote, il a dit bon, toi t'as compris ce qu'on voulait faire avec le combat de l'immortel, on n'a pas réussi à le faire la même chose. On retrouve quand même quelques subtilités dans le scénario, parce que finalement c'est Hugh Jackman, donc le personnage de Wolverine, qui donc va se retrouver en fait à la quête d'une course-poursuite. En fait, ils vont être dans un espèce de road trip avec un personnage qui va devoir protéger, et finalement en plus il va être aidé par un personnage mutant un peu plus balèze que l'autre, donc on retrouve quelques subtilités qui est un peu dans celui-là, mais contrairement en fait finalement là c'est plus une œuvre beaucoup plus crépusculaire, donc c'est un film plus d'anticipation. On peut pas dire science-fiction dans ce film, il y a beaucoup d'anticipation quand même. Et c'est finalement une véritable lettre d'adieu envers l'acteur, son personnage. Enfin, je trouve qu'en fait le Logan a une réussite sur ce point-là, quoi, en tout cas. Il y a un vrai amour, et tu vois qu'il y a un amour de Hugh Jackman et de James Mangold pour le personnage de Wolverine, quoi. Et que c'est vraiment ce qu'il a. C'est vrai que maintenant que tu le dis, pour avoir revu il y a pas longtemps le combat de l'immortel, c'est vrai que les deux peuvent sembler dans certains points semblables, très proches, parce que c'est vrai qu'effectivement il y a un truc c'est Wolverine qui doit protéger quelqu'un, qui perd ses pouvoirs aussi, mais tu sens qu'il y a beaucoup plus de liberté dans Logan, et que tu reviens plus à ce que Mangold aime faire, c'est parler de personnages en fait, que tu vois, que ça soit le repas, on en parlait la dernière fois, le repas de Logan avec Charles Xavier et tout, tu vois cette famille qui sont en train de manger, que ça soit ce road trip avec cette enfance, enfin il y a tout. Tu vois vraiment qu'il y a la patte Mangold, mais qu'il y a aussi cet amour de Hugh Jackman. Et puis il y a une volonté de casser par rapport à l'univers X-Men qu'il y avait derrière. C'est un film qui est
très distant des autres. Il y a une seule référence, c'est genre ils t'attendent à la tour distant des autres X-Men, ils t'attendent à la statue de la liberté, donc ça fait référence au premier et basta, il n'y a plus rien d'autre. Mais non, ça va au-delà de ça parce que t'as quand même l'objectif du film qui est marqué dans un comics X-Men. Ça, c'est quand même très très fort dans Logan. Ouais, ce sous-texte c'est assez génial surtout que Jackman, quand il voit les comics, il fait non mais ça y est, elle rêve en fait, elle imagine un monde qui était totalement imaginaire dans ces trucs. Je cite, dans la réalité on meurt alors qu'elle est en train de lire, mais c'est vrai qu'il y a ce mais tu le dis bien Guillaume, il aime ses personnages, et Logan, bah voilà, il a pas, ça s'appelle comment les Marvel, je sais pas, mais là c'est le prénom. Et du coup, on est vraiment sur le personnage. Je pense que le titre en fait fait référence notamment à une BD qui en fait a été un peu inspirée, qui s'appelle Old Man Logan, qui remonte un peu inspiré, hein, pas trop. Hein. Un peu quand même, enfin pas totalement parce que c'est. La seule chose en commun, c'est le Wolverine vieillissant. Et même aussi le côté un peu post-apocalyptique, il y a eu quelque chose. Mais dans Old Man Logan, c'est beaucoup plus poussé quand même. Oui, clairement, c'est plus du. Là, c'est du Mad Max avec des Hulk, quoi. Surtout que il aurait fallu un budget beaucoup plus conséquent parce que les négociations ont été très tendues avec la Fox et finalement c'est l'une des grosses tête de la Fox, c'est Stacy Snyder qui a réussi à donner l'aval pour que le film se fasse et qu'il a une classification R17, chose qu'ils avaient seulement fait avec Deadpool. Et c'est parce que Deadpool a bien marché qu'ils l'ont eu, d'ailleurs. C'est seulement ça, ouais. Mais le film est beaucoup plus malin parce qu'en plus Logan est sorti vraiment dans le début de l'ère Trump, vraiment, avec juste toutes ces élections qu'il y a eu, et on connaît le personnage maintenant, et de choisir justement d'enlever ce côté post-apo à la Mad Max et de garder juste ce film d'anticipation un peu dystopique et d'idées de personnages qui doivent traverser une frontière pour aller dans un territoire où il serait beaucoup plus admis, politiquement c'est assez fort. Et pourtant, James Mangold se défend de faire des films politiques. Quoi. Il se défend de faire des films politiques et il montre aussi surtout finalement une certaine continuité dans ce qu'il veut faire dans ses films. Je pense notamment à les pages sombres de l'histoire. On peut revoir ça donc avec la frontière mexicaine actuelle dans Logan, chose qu'on voyait déjà un peu par exemple dans 3h10 pour Yuma avec on va dire l'utilisation des esclaves chinois. Puis même le début, le fait que comme la vieille, ça c'est un truc qu'on voit souvent dans les westerns de cette époque-là, c'est ce chemin de fer qui traverse et au gré des paysans qui ont leur ferme et qui se feront raser, ce qui est le personnage de Christian Bale on lui attaque sa ferme régulièrement pour pouvoir construire la voie de chemin de fer. Et ça me fait penser au train dans Logan, il y a un train aussi, et la petite maison au milieu de nulle part. Et surtout c'est des conflits communautaires que l'on voit également dans Logan, quand il rencontre aussi la famille fermière qui se combat contre... Mais en vrai il est très politique et c'est ça qui est bien, mais du coup il a peut-être pas voulu faire ça, et en même temps il parle d'un personnage qui existe déjà, mais il fait un truc très, j'allais dire personnel du coup, mais très, très fort dans ce qu'il raconte. Quoi, très politique et surtout très influencé. La première grosse influence quand on voit ce film, on pense forcément au Fils de l'homme, parce qu'il y a un peu cette même volonté narrative, cette même... désespérance en fait de ce qui va arriver à l'humanité en fait. Mais c'est très proche, on est sur de la dystopie assez proche de notre époque. Les Fils de l'homme c'est très urbain, alors que Logan ça reste dans les déserts, côté western comme c'est tu l'obscurité, le cadre social est très intéressant dans Logan. Comment il est montré dès le départ Logan, en fait on voit Wolverine qui dort dans sa limousine en fait, qui est un espèce de Uber en fait, de chauffeur Uber pour riche en fait. C'est un Uber, tout à fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Et c'est pas le premier, mais le deuxième plan de Logan, du coup de Hugh Jackman, il est au sol, tabassé. Donc moi ça me faisait penser en y réfléchissant là au personnage de Stallone dans Creed, le Rocky vieillissant, un peu nouvelle génération, mais du coup qui dit quelque chose d'autre sur le héros normalement super fort, super balèze. Bon, Hugh Jackman est toujours bien musclé et tout, mais c'est vrai qu'il boite pendant tout le film. Il est malade parce qu'il est empoisonné par quelque chose. On a l'impression un peu de revoir aussi le personnage de Eastwood dans Impitoyable. Oui, et Eastwood aussi vieillissant, tout à fait. Il y a cette imagerie là d'acteur quand même de on va dire c'est ma dernière émission, c'est le Barreau d'honneur, c'est un peu ça aussi Logan. Mais c'est ça, et on n'a pas l'habitude. En comparaison, c'est vrai que la première fois que tu vois Eastwood dans le film Impitoyable, il se casse la gueule dans la boue de ses cochons, quoi. Donc un héros qui tombe, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et c'est moi je trouve que ça soit dans Logan ou dans Walk the Line, ce truc de travailler sur des personnages comme ça et de travailler aussi avec, tu disais tout à l'heure qu'il y a une amitié entre les comédiens et le réalisateur, ça se sent encore plus parce que par exemple dans Walk the Line avec Joaquin Phoenix qui parle de son frère, dans le film, on pense forcément à la vraie vie avec Joaquin Phoenix et son frère River qui est décédé et qui dit que ça fait hyper longtemps qu'il en a pas parlé, ou même Logan quand tu sais que Hugh Jackman il ressort de plusieurs cancers cancer de la peau.
bloc le Hugh. Et qu'il se retrouve, tu vois un Logan complètement explosé, complètement fatigué par tout ça. Qui a un poison dans le corps qui circule. C'est encore plus... Enfin voilà, je trouve que la relation entre réalisateur-comédien est encore plus forte. Il y a un côté très habité en fait dans ce style-là, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est finalement un réalisateur très intéressant. Et il a une méthode aussi qu'on n'a pas parlé justement sur ses acteurs, parce qu'il fait énormément confiance à ses acteurs, ses personnages. Et il a une méthode de réalisation qui est assez particulière, il ne coupe pas. En fait, quand il y a une scène qui se prend, il ne coupe pas parce qu'il sait qu'au moment où il va couper, du coup forcément tu as tous les techniciens qui vont aller à droite à gauche pour corriger. Il dit non, l'acteur, si je veux autre chose, j'ai pas envie que l'acteur il décroche et qu'on lui repeigne un truc, non, on reste dans le personnage. Et il a dit du coup je peux avoir 23 versions différentes de la scène en une seule prise, quoi. Et donc c'est vraiment au plus près des acteurs et des personnages. Et d'ailleurs la caméra de James Mangold dans la plupart de ses films reste à hauteur d'homme. Même dans ses westerns, en fait, il y a vraiment peu de plans larges, c'est vraiment à hauteur d'homme. Copland c'est pareil, Walk the Line c'est vraiment pareil. Tous ces films c'est vraiment à la hauteur de ces personnages. Il y a rarement le changement de focale également, ça joue très peu sur le changement de focale. Il y a très peu de plans comme ça qui jouent. Peut-être à part dans Logan, quand notamment l'espèce d'antagoniste en fait qui les découvre dans le désert, qui se dit il doit être forcément caché, ton pote doit forcément être caché. Oui, il y a quand même quelques plans d'ensemble. Il y a un peu changement de focale, en plus on voit l'étirement de l'image en arrière-plan. Oui. C'est quelque chose que l'on voit très rarement chez Mangold, mais du coup ça saute aux yeux et on voit qu'il y a une petite alternative, il y a une petite révélation qui va se mettre en place, quoi. Et pour cette caméra très proche, juste il y a aussi son premier, il vit, en fait il cadre le quotidien, il y a beaucoup de plans de coupe sur une vaisselle pas lavée, on avait remarqué ça en le regardant, j'allais dire un petit film, mais on est vraiment ancré dans cette maison, dans le restaurant, et il est souvent très proche des acteurs, Liv Tyler, le héros. Et je crois qu'il y a une histoire d'avion qui regarde, je sais plus, ça m'échappe. Et du coup, on voit jamais les avions ou deux fois ou juste à la fin. On est tout le temps dans le regard des personnages, dans leur voiture, mais pas de manière asphyxiante, quoi. Et c'est vrai que tu parlais de terre à terre et d'être à hauteur d'homme, là, dans son premier, c'est ça. Et puis finalement, dans les plus gros films, peut-être aussi, pas Night and Day, qui quand même montre Tom Cruise qui fait bébés avec la moto et tout, voilà. Mais dans Walk the Line, peut-être qu'on n'est peut-être pas aussi proche que dans Ivy, aussi proche formellement, mais il y a un truc de hauteur d'homme, peut-être quand même. Et avec Logan, on l'a aussi. En fait, le Walk the Line qui peut être le plus flagrant, c'est les scènes de concert. Oui. Là où beaucoup de films... Mais on est très proche de quand ils chantent tous les deux ensemble. Bohemian Rhapsody, par exemple. On te filme un stade géant avec la foule et tout. Là, non, on reste toujours à hauteur. Il y a vraiment peu de personnes. Alors, c'est pas les mêmes scènes, je suis d'accord. Mais n'empêche qu'il a choisi cette partie-là de vie de Johnny Cash et que c'était les premières scènes et que même à la fin, quand il chante, le public, il est là, t'as quelques plans sur eux, mais ça se passe. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant pour être un peu sur Walk the Line, c'est qu'à chaque scène de concert, c'est pour faire avancer la narration du film. À chaque fois, c'est pas un principe de genre on va juste remettre en image ce qui s'est passé dans la vraie vie. Il y a beaucoup de certains disent que chez Mangold, en fait, il clarifie un peu trop par rapport à ce qui s'est passé dans la vraie vie, mais ça reste une fiction. Il va pas reprendre tout ce qui s'est passé, par exemple, dans la période de Le Mans 66. Il va pas reprendre les mêmes choses qui sont passées. Par exemple, il met Jerry Lee Lewis comme déjà une grosse star à l'époque de Walk the Line, enfin à l'époque où Johnny Cash commençait à faire ses concerts, alors qu'il avait juste fait un premier tube, en fait. Il est juste à ses débuts, quoi. Donc il y a toujours cette alternative qui montre que Mangold, en fait, va toujours mettre en avant plus la narration, même si c'est tiré d'une histoire vraie, sur quelque chose d'intéressant et qui finalement met en relation son travail et sa relation avec ses acteurs. C'est juste savoir quoi se raconte. Là où beaucoup de biopics musicaux, regardez cette légende, ce mythe, c'est quand même incroyable. Walk the Line, je trouve que pas du tout. Et en fait, ce qu'il a juste envie de raconter avec ce personnage-là, James Mangold, c'est l'histoire, comment deux personnes finissent par être ensemble, à savoir Johnny Cash et June Carter, et remplie de péripéties. Elle va dire non. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Il a envie de filmer ça. C'est vrai qu'il filme ça, et aussi l'état progressif. Tu parlais de concerts qui suivent la narration, mais c'est aussi l'état du personnage de Johnny Cash. Interprété admirablement du coup, donc forcément tu suis comment il chante aussi lui, bourré ou bien, ou très proche du micro, ou très neutre au début quand on lui reproche d'être très neutre, mais voilà, il y a quand même une vraie évolution. Et là encore que c'est pas musé du tout dans Walk the Line, c'est que déjà il a demandé aux acteurs de chanter vraiment, et c'est pas du playback qu'ils font, donc déjà ce qui les intéresse c'est de voir les acteurs traversés par ces personnages-là. De toute manière, quand il a cherché à faire Walk the Line, il a voulu tout de suite trouver un acteur qui sait chanter. C'est pour ça qu'à la base il y avait Russell Crowe, parce que Russell Crowe est un chanteur à la base, tout à fait.
Mais il a pris Joaquin Phoenix. Et du coup, je suspecte qu'il prenne Joaquin Phoenix parce que justement, il y a le deuil de son frère qui est derrière et que ça l'intéressait pour le personnage. Joaquin Phoenix a acheté une guitare et a appris à jouer de la guitare pour le film, donc il n'était pas musicien à la base. Et même dans l'interprétation de Joaquin Phoenix, à aucun moment il essaye d'imiter Johnny Cash. C'est ça qui est fascinant avec son interprétation, c'est que c'est lui qui est traversé par les émotions que traverse le personnage à tel moment, mais c'est pas le musée Grévin, quoi. C'est vraiment... Jamais avec Joaquin. C'est ce qu'on appelle un travail d'acteur. Il a ce regard intense. Et une direction d'acteur, pour revenir à James Mangold. Mais parce que finalement, on le voit qu'il a gardé cette même direction d'acteur, que ce soit autant dans les films indépendants que dans les gros studios hollywoodiens, comme il a réussi à faire. Pour le coup, une petite pause BO, Le Mans 66, un morceau de Marco Beltrami et Buck Sanders. Voilà, donc c'était un extrait issu de Le Mans 66, son dernier film. Alors, les prochains projets, normalement, il va faire un film sur Bob Dylan, il est pris pour Indiana Jones 5. Bref, on n'est pas là pour parler des suites de sa carrière. On va finalement revenir, pour terminer cette émission, avec un petit tour de table. Et finalement, je vais vous poser la question, quel film retenez-vous de James Mangold ? Sébastien ? C'est toujours moi qui commence. Oui, ça, c'est incroyable. Il y a un moment donné, j'aurais le temps de réfléchir. Mais non, justement, ne réfléchis pas. Non, justement non. Oh. Pourtant, Johnny Cash, vraiment une des personnes que j'admire le plus, et Joaquin Phoenix aussi, donc tout était relié et vraiment très bon. Mais je pense que si je vais prendre Le Mans 66, déjà parce que c'est un des films de James Mangold qui m'a fait le plus d'effet. Ouais. Je trouvais le personnage très attachant et j'en ai rien à faire vraiment des courses de voiture, mais celui-là, je dois bien admettre que les scènes de course m'ont totalement happé. Et puis, juste, je l'ai vu en 2019, et puis j'ai envie de dire, mais Hollywood, je ne demande rien de plus, en fait. Exactement. Et d'avoir ce divertissement-là, avec ces personnages aussi bien écrits, une mise en scène qui reste vraiment en retrait, à pas faire des folies à la Marvel, à pas faire des trucs de psychédélique Doctor Strange et dire je suis un chef-d'œuvre, non, juste, je suis très simple, je filme ces personnages, je filme ces courses-poursuites-là, et... Moi, en tant que spectateur, j'ai eu ce que j'aimais du cinéma américain dans les années 80, 90, tout simplement. Juste à avoir des effets qu'il fallait, des acteurs vraiment bons, enfin Matt Damon et Christian Bale dedans sont vraiment très très bons, du grand spectacle comme il faut, et j'en ressors, je suis heureux, et je me dis même, tiens, je vais peut-être retourner le voir. Bon, je suis pas retourné le voir, mais bon, en tout cas, c'était un très bon moment. Il donne envie de revoir. Et face à cette, justement, là, dans cette époque où on nous offre vraiment toujours la même chose dans le cinéma hollywoodien, mais toujours la même chose dans une idée de vendre un autre film après, dans une production, parce que là, on peut pas dire que Le Mans 66 il y aura pas de soit quelque chose d'unique. Non, mais il n'y a pas de suite, mais on peut pas dire que ce soit un film unique, à la limite, tu vois, bon, des films de course de bagnole, on a déjà Surtout vu. Que, par exemple, il y a déjà eu Steve McQueen qui a fait un film sur Le Mans, enfin, il y a eu d'autres histoires. Et on nous parle énormément de, oui, mais en tout écoutez, l'impact des studios, actionnaires, économie, machin, oui, mais regardez, James Mangold, c'est un réalisateur qui, lui, ne va pas à l'encontre des studios particulièrement. Je dis, je veux faire ce genre de film, je le fais. Je peux m'arranger avec les producteurs s'il y a des idées qui ne vont pas, mais en tout cas, ça donne un film de 2h30 qui se tient tout à fait, qui se permet en plus, comme on l'a dit, d'avoir un discours sur l'artisan et le producteur et l'argent, enfin, les grosses entreprises, tu vois, tout à fait sincère. Et en ça peut me dire, tiens,
dans l'idée qu'il fasse Indiana Jones 5, j'attends de voir justement comment il peut faire, en fait, tout simplement. Exactement, et puis surtout, en fait, je pense que c'est un mec qui va garder ses convictions par rapport au grand studio. Donc, à voir comment il va réussir à s'en sortir par rapport à, on va dire, au gros monstre derrière de Lucasfilm, alias Disney. Entre Lucasfilm et Disney, mais en tout cas, on l'a vu sur Logan, quoi. Ouais, et je reste aussi intrigué sur le travail que fait actuellement avec Marco Beltrami, qui devient son compositeur attitré, qui commence à faire pas mal de travail de musicaux derrière. J'ai pris le morceau de Le Mans 66, pourquoi ? Parce que je le trouve en fait, il marche tellement bien avec la séquence. Donc c'est la séquence du début où on voit Kane Miles qui va faire sa première course au début du film. Et je trouve que la musique colle parfaitement avec la situation, la mise en place des personnages, la course en elle-même, la situation tendue où finalement il gagne à la fin, et surtout aussi le point de vue de l'enfant, le point de vue de son fils que l'on voit aussi à travers l'histoire. Et ça, je trouve ça très beau. Charlotte, c'est à toi. Oui, alors moi je suis juste assez d'accord sur le fait qu'on est un minimum intéressé par tous ces films en vrai, même si le sujet nous intéresse pas trop, donc il est assez fort pour faire ça, on est impliqué, on s'ennuie pas, donc ouais j'aime la plupart de ces films en vrai. Après non, moi je vais quand même choisir Logan, que j'avais beaucoup aimé à sa sortie au cinéma, pour ce qui montre du héros qu'on connaît et qui est... Une très belle fin. Ouais, alors, le plan de fin, ouais, je vais en parler juste après, mais voilà, même le début, mais du coup, dans toute son illustration, ouais, tout ce qu'il représente, en fait, ce héros un peu boiteux, et puis tout ce que le film illustre, les couleurs de ville la nuit, quand ils sont en voiture, ce parfum de décadence mélancolique. Et bon, le western, on a dit l'aridité de ce truc en circulaire, le bloc circulaire où est enfermé Monsieur Charles. Et du coup, ce soleil écrasant, ça me parle beaucoup face au truc très aride et très très violent. Là, pour l'avoir revu, ça m'a rechoqué. Je crois quand même, elle y va fort, la Laura. Surtout, voilà, d'ailleurs, la petite actrice Daphne King, quand ils ont fait le casting, il a été hyper impressionné, James Mangold. Alors, ouais. Et c'est vrai qu'ils ont essayé de continuer à aller un peu plus loin durant le tournage. C'est vrai que la première scène, quand on la voit se battre, quand on la voit, elle ramène la tête de l'autre. Mais c'est ça. Et quand elle se prend aussi le premier coup d'harpon, tu fais le degré de violence passe d'un niveau assez impressionnant, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir de la violence sur des enfants. Mais pas du tout. Même si c'est on va dire, même si c'est un mutant sauvage qui est une machine à tuer visiblement selon les autres. Montre finalement ça reste un enfant, tout à fait. Ça montre que c'est un enfant, quoi. Ça reste un enfant. Non, elle est très bien, la jeune actrice. Il y a une passation de pouvoir, enfin c'est très beau. Alors très bien la jeune actrice. Il y aurait plein de choses à dire sur ce film, mais ouais, elle a un regard aussi fou, je trouve. Ouais. Mais du coup, c'est des enfants effectivement, mais qu'on retrouve à la fin. Bon, moi j'aime beaucoup les personnages des enfants un peu malmenés au cinéma, mais là ils sont forts ensemble. On retrouve l'idée d'alliance, de groupe à la fin, et cette belle course à la fin qui est formidable, très violente aussi. Elle fait bien peur, et qui amène ce plan de fin sublime, du coup, où la mythologie revient, parce qu'on fait tomber la croix et elle forme un X, mais c'est vrai qu'au bout du plan, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, Seb, les petites taches de couleur des enfants dans la forêt, et là, ça s'échappe. Et là, c'est quand même formidable. Donc voilà, et puis, du coup, dans le film, il cherche quand même, en rapport aux comics qu'elle a dans la poche, Eden, donc là, le paradis. Ouais, je sais pas. C'est quand même une belle idée, et du coup l'Éden quand même difficile à trouver. Et aussi, du coup c'est le Dakota du Nord. Donc... voilà où ça se passe, en tout cas ils passent la frontière, ils réussissent à passer cette frontière, il y a quand même ça, donc comics ou pas, on s'en fout, c'est un film à part, c'est ça, porté par un héros. Un film indépendant, fort, très clairement. Je le prends comme ça parce qu'il y a on ose quelque chose de très cru, notamment dans les corps effectivement, machin qu'on malmène, et puis et la tuerie et tout ça, mais il y a un truc très âpre. Ouais, même cette femme-là, la pseudo-mère de Laura au début, dans son motel abandonné, il y a quelque chose de très âpre, très crépusculaire et tout ça. Donc voilà, moi je garde Logan pour tout ce qu'il a eu comme image très belle. Je repense à cette magnifique ligne de dialogue, enfin magnifique, très belle ligne de dialogue, la dernière en fait de Wolverine, où il fait « Ah, c'est comme ça en fait ». Quand il sait qu'il va mourir, en fait, je trouve ça mieux, je trouve ça incroyable. Enfin, vraiment bien, quoi. Et c'est peut-être c'est ça qui est peut-être génial, c'est que finalement Logan est peut-être le meilleur film de super-héros parce que ce n'est pas un film de super-héros. Il questionne en tout cas, oui, le super accolé au héros, et là pour le coup ça a tout son sens, et c'est génial il pourrait tous être comme ça. Mais bon, mais enfin voilà, Logan pour moi. C'est à toi, Guillaume. Écoute,
contre toute attente, je vais pas choisir Logan, même si j'aime beaucoup. Mais c'est un de mes, j'aime beaucoup, j'ai adoré Hugh Jackman dedans et tout, c'est pas le problème. Le combat, l'immortel. Eh ben, tout à fait. Non, pour le coup, si je devais en choisir un, je pense que je prendrais Walk the Line. Ah, oui. C'est pas parce que j'aime bien Johnny Cash ou quoi que ce soit. J'aime bien les musiques de Johnny Cash, mais je le connaissais pas plus que ça en fait. Et en voyant le film, ce qui m'a beaucoup plu, c'est pas le biopic, c'est pas l'histoire de, c'est pas l'histoire, c'est pas Johnny Cash en lui-même, mais c'est l'histoire de ce personnage, de ce mec qui est complètement paumé et qui pourrait, il a tout pour avoir la vie parfaite. En fait, il a une femme, il a des enfants, ça se passe super bien. Et en fait, le mec, il est pas heureux du tout, quoi. Et c'est l'histoire d'un mec qui essaie de rechercher le bonheur par tous les moyens. C'est bien résumé, c'est pour ça qu'il se drogue, c'est pour ça que... Et il sera heureux qu'une fois qu'il aura eu ça, qu'il aura eu aussi... ses démons. Ouais, clairement. D'où, je pense aussi, l'intérêt du film, c'est de le faire en flashback, de le voir en fait à la prison de Folsom, et on le voit notamment à travers tous les éléments du film, enfin tous les éléments de l'introduction du film, tout ce qui va en fait servir comme foreshadowing, notamment en fait cette fameuse scie circulaire qui va faire penser forcément à la mort de son frangin. Il la regarde, clairement. Et que même que ça s'arrête pas, en fait, parce que ça aurait pu très bien, t'aurais pu avoir tout ce flashback, ça s'arrête au concert-là et c'est fini, et, et que ça continue, et que t'es vraiment que ça même pas la moitié du film, et que tu continues vers autre chose et tout. Et toujours cette histoire de départ, de nouveau départ et tout. Et le film m'a beaucoup bouleversé, m'a beaucoup touché. Alors parce que aussi Joaquin Phoenix, c'est juste voilà quoi. Comme on a dit tout à l'heure, les interprétations à chaque fois, il y met du sien, et enfin c'est impressionnant ce qu'il dégage, quoi. Mais ce film-là, m'a vraiment bouleversé. Et j'ai vraiment, si je devais en choisir qu'un, je choisirais celui-là. Et le dernier plan aussi est joli. Enfin, pas le dernier, mais celui de Joaquin qui passe, qui se réconcilie, on va dire, avec son père. Et l'arrêt sur Joaquin et qui sourit. Non, ce film est vraiment... Avec Robert Patrick. Robert Patrick sans moustache, c'est il est formidable. Il est formidable dans ce film. On le retrouve, il est génial. Et toi, parce que nous on parle de nos films, et toi si tu devais en retenir qu'un, si Sébastien n'aurait pas pris Le Mans 66, je pense que je l'aurais pris. Mais je te le donne, tiens. Non, c'est pas... je prends Identity si tu veux. Non, il y a d'autres films très intéressants, et moi j'adore beaucoup Copland de James Mangold également. Donc parce que je trouve qu'en fait il arrive à parfaitement montrer qu'un acteur qui soit cantonné on va dire un statut, à un rôle prédéfini, peut vraiment avoir quelque chose être à contresens. Et je trouve que Stallone est absolument formidable dans ce film. Il est extrêmement touchant, il est magnifique, il est beau. Stallone, il est beau. Enfin voilà quoi. Et je trouve ça montre aussi à quel point le cinéma indépendant américain des années 90, fin des années 90, était absolument surpuissant à cette époque. Il pouvait vraiment ressortir, on était peut-être même à ça du nouvel Hollywood, je sais pas, enfin il y avait quelque chose de très intéressant qui montrait on peut faire quelque chose de noir, de crépusculaire. Chez Mangold, en fait, dans Copland, je trouve qu'il y a un côté très vieux polar des années 70 qui pouvait très facilement ressortir. Il y avait un côté presque même hard-boiled qu'il pouvait avoir dans ses personnages très noirs, très sombres. Il y a un côté très intéressant aussi, c'est dans sa manière, je trouve cette scène aussi géniale, c'est quand donc Rapaport va s'enfuir, va sauter du pont, et ce rapport de force entre les flics corrompus et l'ambulancier, où il voit que quelque chose ne va pas, et qui finalement ça va fermer sa gueule. Et finalement, cette justice va être rendue, mais à travers un long combat, en fait. Et je trouve ça que le film est formidable, parce que finalement, ça montre aussi que les longs combats, en fait, peuvent ramener quelque chose de bien. Ça pourrait... c'est parlant pour Logan aussi, les longs combats qui ramènent des choses bien. Exactement. Et peut-être Le Mans aussi. Puis peut-être Indiana Jones 5 aussi. Donc tout, en fait, tout marche. Et Johnny Cash aussi. On va voir avec Indiana Jones 5. On va déjà voir combien de temps il reste sur le projet. Voilà, ouais, exactement. S'il part pas avant. Parce que c'est Spielberg qui s'est barré du projet, non? Il n'y a pas quelque chose Je sais pas, où il a complètement lâché. On verra bien. On fera un James Mangold partie 2. James Mangold est un réalisateur à suivre. Forcément, vous avez peut-être vu déjà un film de lui et vous pensez pas à lui, mais regardez-le plus sincèrement, sa filmographie, c'est très intéressant à voir. Pour le coup, on revient la semaine prochaine avec un sujet non pas un réal, mais plutôt une idée en elle-même, enfin plutôt la représentation en elle-même du supermarché à travers le cinéma.
pour le coup. On se termine avec un morceau de Logan, un morceau de Marco Beltrami. Salut Guillaume. Salut. Salut Charlotte. Salut. Salut Seb. Salut. Et à la semaine prochaine.